C'est vraiment bizarre. Ce n'est même pas un souvenir que j'avais oublié. C'est plutôt un souvenir que j'ai transformé en anecdote amusante pour le rendre moins effrayant. 11 ans plus tard, je réalise à quel point c'était terrifiant et je mesure la chance que j'ai eue. Pour vous situer le contexte, j'avais tout juste 21 ans et je venais de redécouvrir ma passion pour la danse en commençant à fréquenter des concerts et des festivals. J'avais assisté à mon premier festival à 20 ans et j'avais passé un moment extraordinaire en tant que bénévole, rencontrant plein de gens. C'était une situation imprévue et de dernière minute cette première année, mais après cette expérience incroyable, j'étais complètement accro. Je dois préciser que j'étais extrêmement naïve et visiblement novice dans ce genre d'environnement. L'année suivante, j'avais coupé les ponts avec les amis avec qui j'étais allé au festival auparavant, mais je connaissais toujours des amis d'amis qui y allaient et avec qui je m'entendais bien. Donc, même si c'était ma deuxième participation au même festival, j'y allais seul, et je campais simplement avec ces connaissances, ce qui était probablement le début du problème. Je suis parti un peu tard, alors quand je suis arrivé au festival, les files d'attente pour entrer étaient interminables. J'avais fait mes bagages méticuleusement, mais la couverture réseau était mauvaise et j'avais du mal à contacter ces semi-amis avec qui je devais camper. Le temps de les trouver et de m'installer, la nuit était tombée. C'était un festival assez récent mais déjà important, et j'ai vraiment un sens de l'orientation déplorable. Les années suivantes, j'ai appris à apporter une batterie ou des lampes solaires et des décorations voyantes à cause de l'obscurité. Cette année-là, le festival se tenait également dans un endroit différent, donc je ne connaissais ni mon emplacement ni mes environs. Mon ancien colocataire, Thomas, et sa copine Gina, étaient les personnes dont j'étais la plus proche. Et Thomas m'apportait un peu d'acide spécial, comme une sorte d'excuse pour ne pas m'avoir soutenu dans une situation avec des colocataires. Nous sommes allés ensemble au premier spectacle, mais nous nous sommes tous défoncés très rapidement. J'en ai pris trop et je l'ai su assez vite, alors j'ai compris que la soirée allait mal tourner. Mais le temps que je m'en rende compte, Thomas et Gina avaient disparu, me laissant complètement seul. J'ai essayé de retrouver ma tante, pensant que je pourrais m'allonger un peu et aller mieux, mais je ne me souvenais pas comment y arriver ni où elle se trouvait. Il faisait noir et je commençais à paniquer, étant complètement défoncé sans savoir où se trouvaient mes connaissances, ni comment retrouver mon campement. Je portais un crop top et un short en jean dans les hauts plateaux désertiques en pleine nuit. Alors il commençait à faire froid. J'ai erré vers l'espace disco parce que c'était la première chose que j'ai trouvée. Il y avait une vraie boule à facettes et tout. Je me suis promené et j'ai vu cette femme dans des vêtements très inhabituels, presque comme une pionnière. Alors je suis allé lui parler. Honnêtement, je ne sais toujours pas aujourd'hui si cette personne était réelle. J'étais tellement défoncé. Nous avons fini par errer à nouveau sans savoir si c'était une vraie personne ou une hallucination, essayant de retrouver mon campement lorsque nous avons atteint la zone des camping-cars. Un homme, peut-être au début de la trentaine avec des bâtons lumineux, nous a demandé si nous en voulions et nous avons dit oui. Elle passe en premier, et dès que le bracelet est à son poignet, elle s'éloigne en sautillant. Je lui crie d'attendre, mais elle ne s'arrête pas. L'homme me regarde et dit « Ça va ? Tu penses pouvoir retrouver ton amie ?» Je réponds bêtement « Oh, je ne la connais pas vraiment. Je n'arrive pas à trouver mon campement et elle m'aidait, mais tant pis. » Il répond « Tu me rappelles beaucoup ma petite sœur. Je ne voudrais pas te voir perdue comme ça. Écoute, mon pote et moi allons voir quelques spectacles et je ne me sentirai pas bien de te laisser seule. Alors tu peux rester dans son camping-car pendant quelques heures. » Évidemment, j'étais trop défoncé, trop jeune, trop naïve pour voir où tout cela mènerait, et j'ai stupidement accepté et l'ai suivi. C'était bien au début. C'était un de ces camping-cars avec une partie arrière ouverte comme un camion. Le premier gars a mis un album que j'adorais quand j'étais adolescente, mais que je peux à peine écouter maintenant, m'a bordé et est parti. Je n'ai pas vu son ami à ce moment-là. Dieu sait combien d'heures plus tard,
Alors que je planais sur cette musique, ils sont revenus. La première chose qui s'est passée, c'est que le gars qui m'avait dit que je ressemblais à sa petite sœur s'est allongé sur moi alors que j'étais à moitié consciente, m'a embrassé le cou et a commencé à me toucher. Puis j'ai senti le deuxième et ses mains. J'étais encore complètement défoncé et dans les vapes, mais je leur ai immédiatement dit d'arrêter, que je n'étais pas dans l'état pour ça. Ils se sont énervés, et celui qui m'avait amené était le plus effrayant. J'ai vu ses yeux changer à ce moment-là, et j'ai su que j'étais en danger. Si je ne pouvais pas m'échapper, peu importait à quel point j'étais défoncé. Je devais m'éloigner d'eux. Je ne me souviens même pas d'avoir formulé un plan. Je me rappelle que l'homme principal disait « On t'a aidé, maintenant tu nous dois quelque chose ». Et j'ai frappé son entrejambe avec mon genou. J'avais peut-être oublié qu'il était sur moi à ce moment-là. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir couru pour ma vie dans des buissons épineux, sans savoir où j'étais, mais désespérément en train de fuir. Le deuxième homme semblait un peu nerveux à propos de toute cette histoire, et n'a pas fait grand-chose à part me toucher, pendant que l'autre me maintenait au sol avec le poids de son corps. J'ai rencontré quelques âmes bienveillantes qui m'ont calmé quand j'ai complètement paniqué, pleurant, couverte de terre et d'épines, et elles m'ont offert un espace plus sûr. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, car je ne pouvais plus faire confiance aux étrangers bienveillants, mais je ne pouvais pas non plus retrouver mon campement. Il était à 10 mètres de là, comme je l'ai découvert le lendemain. À ces hommes qui m'ont piégé, enfermé et qui m'auraient inévitablement fait du mal, espérons que nous ne nous reverrons jamais. J'ai aussi oublié d'ajouter, parce que c'est un souvenir assez intense pour moi, mais je suis presque sûr que la seule raison pour laquelle j'ai pu m'échapper, c'est parce qu'ils étaient aussi sous l'emprise de substances. Je n'avais même pas rencontré le deuxième type avant, donc je ne sais rien de lui, mais celui que j'ai rencontré semblait délirant, très agité, défoncé et déconnecté. Oui, je sais que toute cette histoire était stupide de ma part. Je n'avais même pas un mois de mes 21 ans, avec très peu d'expérience de la vie. Je n'ai pas pu lui dire que celui qui m'attendait chez moi était mon copain, mais c'était un autre mensonge que j'avais inventé puisque j'étais seul à la maison. Son sourire s'est un peu estompé et il a simplement dit « Eh bien, c'est dommage ». Je lui ai souhaité une bonne soirée et je me suis retourné pour partir, mais il est tombé à genoux et m'a attrapé la jambe avec ses deux mains. Il a commencé à caresser mon tatouage en murmurant « C'est vraiment un tatouage super cool ». Mes chiens sont plutôt amicaux et ils étaient très calmes pendant tout cet échange, mais quand il m'a attrapé la jambe, ils ont commencé à grogner. J'ai retiré ma jambe de sa main, lui ai souhaité à nouveau une bonne soirée et je suis parti aussi vite que possible. J'ai fait un détour pour rentrer chez moi afin de m'assurer qu'il ne me suivait pas et une fois à la maison, j'ai pris une douche et j'ai frotté ma jambe énergiquement car je me sentais vraiment sale après tout ça. Heureusement, je ne l'ai pas revu, mais pendant un moment, j'ai pris soin de couvrir mes tatouages chaque fois que je sortais, juste au cas où. Salut à tous, j'ai tellement envie de vous raconter mon expérience à Avignon. Je suis allé à l'université là-bas en 2010 à 2011. Une amie et moi avons rencontré des gars du coin qui voulaient nous faire visiter les environs. Un soir, ils nous ont invités dans une maison qu'ils disaient hantée. Je déteste absolument être effrayé. Alors j'ai fermement dit que je n'irais pas. Personne ne se souciait vraiment que j'y aille ou non, honnêtement. J'ai décidé de rester dans la voiture. Nous étions garés sur le parking d'un Leroy Merlin et juste à côté du parking se trouvait un énorme terrain abandonné, plein d'arbres et d'herbes hautes. Si vous n'étiez pas du coin, vous ne sauriez même pas qu'il y avait une maison là-bas. Dès qu'ils ont commencé à s'éloigner, j'ai sauté de la voiture et je les ai rejoints. J'avais peur d'y aller, mais j'avais encore plus peur de rester seul dans la voiture. En approchant de la maison, il y avait un long trottoir le long de la clôture. Il semblait être assez récent, ce qui m'a un peu déstabilisé. En arrivant près de la maison, il faisait si sombre qu'on pouvait à peine la voir. Les arbres bloquaient la lumière de la lune. Nous avons ouvert la porte et dès l'entrée, il y avait des escaliers pour monter à l'étage. Nous n'avions même pas apporté de lampe de poche.
C'était en 2010 à 2011. Les iPhones devenaient plus populaires et je venais d'avoir le mien. Je les ai laissés utiliser mon téléphone comme lampe torche. Quand nous avons commencé à monter les escaliers, on a entendu le bruit assourdissant de ce que j'ai supposé être des bottes militaires courant d'un côté à l'autre de la maison à l'étage. Nous nous sommes tous complètement figés et n'avons pas dit un mot. À ce moment-là, mon corps était vraiment engourdi. Je sais avec certitude que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Tout le monde a marqué une pause pendant quelques secondes, puis ils ont continué comme si rien ne venait de se passer. Une fois à l'étage, il y avait tellement de détritus sur le sol. Du verre, des cartes, des vêtements, des couvertures. J'ai ramassé un morceau de papier par terre. C'était une carte de remerciement datant de 1920. Nous avons ouvert le placard et il y avait des hauts de forme et des vêtements qui semblaient dater d'une époque très lointaine, tous intacts. Évidemment, des gens avaient vandalisé cet endroit. Mais il y avait encore des objets des années 20 dans la maison. Il y avait tellement de lits de camp dans tout le premier étage. L'étage n'était qu'une grande pièce, pas plusieurs chambres. Les lits avaient ce que j'ai supposé être des taches de sang. Juste au moment où nous allions commencer à descendre, mon téléphone a complètement planté. Il a commencé à redémarrer tout seul, avec l'écran de chargement qui tournait. Il ne voulait plus s'allumer du tout. Alors maintenant, la pièce était plongée dans l'obscurité totale. Mon amie et moi étions allés ce jour-là acheter un nouvel appareil photo et elle l'avait avec elle. Nous avons décidé de continuer à prendre des photos pour que le flash nous guide jusqu'en bas. Alors que nous essayions de faire fonctionner le flash, l'appareil a commencé à planter aussi et afficher « erreur d'objectif ». Nous venions d'acheter l'appareil ce jour-là. Finalement, l'appareil photo s'est rallumé et le flash se déclenchait de manière incontrôlable. Nous ne le touchions même pas et il continuait de s'activer encore et encore. Mon téléphone a finalement redémarré et nous sommes descendus. Je vous jure qu'il y avait un énorme fauteuil à haut dossier face à la porte d'entrée. Évidemment, il n'était pas là quand nous étions entrés à peine 10 minutes plus tôt. Immédiatement, je me suis dit « Bon, il est temps de partir maintenant. » Mon amie a commencé à demander si quelqu'un pouvait la prendre en photo, assise sur le fauteuil. Je la suppliais, à ce moment-là, de simplement sortir de là. Elle m'a dit « Après cette photo, on s'en va ?» Alors j'ai pris la photo, et des bocaux en verre ont commencé à voler vers nous. Nous avons commencé à courir hors de la maison, et, main sur le cœur, alors que je courais dehors, une énorme chouette a fondu sur moi. Le gars qui courait derrière moi m'a sauté sur le dos et nous avons fini par tomber. Il était aussi effrayé que moi. Une fois revenu à la voiture, j'étais de très mauvaise humeur. J'étais tellement en colère que nous soyons allés dans cet endroit. J'étais plus en colère contre moi-même de ne pas être resté dans la voiture. Les gars du coin nous ont finalement raconté l'histoire de la maison. Ils ont dit que c'était le cabinet d'un vétérinaire au début des années 1900 et que ce vétérinaire accueillait aussi des enfants. Le premier étage était l'endroit où dormaient tous les enfants, dans les lits de camp que nous avions vus. Ils ont dit qu'il avait commencé à devenir fou et à faire des expériences étranges sur les enfants. Il a fini par les tuer. Je croyais à moitié cette histoire. Je me disais que c'était une de ces légendes locales qu'on raconte à tous les étudiants chaque année. C'était jusqu'à ce que je voie les photos prises par l'appareil, celui qui avait une erreur d'objectif. Les photos qui étaient cliquant sur l'appareil m'ont littéralement donné des cauchemars pendant des semaines. J'ai dû appeler mes grands-parents et leur demander de prier pour moi parce que je ne pouvais pas dormir du tout. Les photos montraient des visages d'enfants qui fondaient dans les murs. C'était la chose la plus effrayante de ma vie. J'ai cherché des archives sur cet endroit. Je n'ai pas pu trouver un seul document ou article à ce sujet. J'ai cherché partout des informations sur cette propriété et rien n'apparaît. Je voulais juste partager cette histoire et voir si quelqu'un a déjà entendu parler de cet endroit. J'aimerais savoir si quelqu'un a des informations ou y est même allé comme nous. J'ai tellement d'histoires effrayantes sur différentes villes françaises où j'ai vécu. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette histoire ou sur autre chose.
Il y a environ 1 an, des amis et moi sommes sortis pour fêter mon anniversaire. Después de todo en El Cine, uno de mis amigos m'a demandé si je voulais aller dans une boîte ou un bar. J'ai dit oui, mais tout le monde voulait rentrer parce qu'il devait travailler le lendemain et était si fatigué. Mon amie Sophie, sa cousine Marion et moi, nous sommes donc dirigés vers la boîte de nuit. On s'amusait bien à danser et à boire un peu, rien d'extraordinaire. C'est alors que Sophie a repéré un mec mignon avec qui elle voulait flirter. Elle a commencé à entraîner notre groupe vers le sien, qui se composait fort à propos de lui et 2 autres garçons. Nous avons tous commencé à discuter. C'était relativement innocente, mais ensuite les gars nous ont demandé si nous voulions aller à un feu de camp sur leur lieu de travail. Le premier a dit qu'il y aurait beaucoup de monde et que ce serait amusant. J'étais un peu nerviosose, mais Sophie était vraiment intéressée par este tipo, alors je me suis dit pourquoi pas. Nous avons quitté la boîte et suivi les 3 garçons dans notre voiture, chacun avec des conducteurs designés. La distancia al principio me hizo sentir mal, pero ensayé descansar tranquilo. Algunos llegamos devant une énorme clôture grillagée avec un portail. Et les gars ont tapé un code dans le boîtier qui a ouvert le portail. Algunas entradas en el automóvil y el portón están referidos detrás de nosotros. J'ai respecté autour de moi, mais je n'ai vu personne d'autre ni de feu de camp. Maintenant, je commençais vraiment à avoir peur. Nous étions dans un endroit isolé, clôturé, avec 3 hommes inconnus, mais tout le monde souriait et riait en sortant de la voiture, et je me disais que j'étais probablement paranoïaque. Les gars ont dit que leurs collègues avaient annulé et qu'ils étaient désolés. J'ai demandé où nous étions et le type de Sophie nous a dit que c'était une maison hantée, pas du généraux paranormal, mais du généraux Halloween, qui était actuellement hors saison puisque c'était mai. Il y travaillait à l'automne, donc il avait le code. Il nous a demandé si nous voulions une visite de la maison et voir les coulisses de son fonctionnement. J'ai trouvé ça vraiment cool et nous avons toutes accepté. Il nous a conduites dans la salle des acteurs où se préparèrent les frayeurs. Puis il nous a menés dans une espèce de labyrintho de ruelles arrière où les acteurs pouvaient courir vers la maison sans être vus y surgir à divers endroits devant les visiteurs. Je dois mentionner qu'à ce stade, chacun des 3 gars avait choisi une fille avec qui il essayait de flirter. Le gars qui m'avait choisi, Benoît, était d'apparence moyenne, environ 1,80 m avec des cheveux noirs. Il avait l'air un peu bizarre, comme s'il ne connaissait pas très bien les 2 autres gars, mais ils étaient tous amis. Alors que nous commencions à marcher dans l'allée principale de la maison hantée, Marion et le gars avec qui elle était ont disparu dans les ruelles arrière. Soudain, toutes les lumières se sont éteintes, du brouillard est apparu, et la musique et les bruits de la maison ont commencé. Je savais que 2 d'entre eux étaient allés allumer la maison, mais ça n'a pas rendu la situation moins effrayante. J'étais maintenant dans une maison hantée hors saison contre typos étranges, dont l'un profitait de l'obscurité pour me peloter, même si je le repoussais constamment. Je me suis accroché au dos du t-shirt de Sophie, aterrorisada de la perdre dans le labyrinthe de couloirs et de me retrouver seul avec Benoît. Je voulais désespérément sortir de la maison hantée, ne sachant pas où était Marion ou les gars avec qui elle était, ni s'ils allaient bien. Mais peu importe où nous tournions, nous n'avancions pas. Je continuais à passer par la même pièce avec un faux sarcophage. Je me demandais, commentario, sortir d'ici? Sophie et son gars s'amusaient visiblement beaucoup plus que moi, et ils ont ri en tournant au coin devant nous. Quand je les ai suivis au coin, ils avaient disparu. Maintenant, j'étais vraiment seul avec Benoît. Il a enroulé son bras autour de ma taille et j'ai reculé en disant « Hé, j'ai vraiment peur. Je veux sortir de cette maison. Comment on sort d'ici ?» Il a dit qu'il ne savait pas. J'ai répondu « Tu travailles d'ici, non ?»« Non », dit Joe. Je viens juste de rencontrer ces 2 types à la boîte ce soir. Les alarmes sonnaient dans ma tête et j'étais en mode panique totale. J'ai sorti mon téléphono et j'ai envoyé un message à Sophie. « Où es-tu, bordel? Je veux sortir d'ici. »
Antes de comenzar a correr por un camino a través del resto de la casa, finalmente, después de esto, parece que hay horas de desvíos y corredores sin fin, con Benoit qui me frôlait accidentellement y me demandaba por qué yo paniqueaba y de mí me detendría. Yo encontré la puerta de salida. En sortant à l'air libre, je me sentais un peu mieux à l'extérieur de la maison hantée. J'ai essayé de me raisonner en me disant que ces gars étaient probablement inoffensifs et que j'étais bête. J'ai vérifié mon téléphono, mais Sophie ne m'avait pas encore répondu. J'ai décidé de m'asseoir près de la voiture et d'attendre qu'il revienne d'où qu'il soit. Benoît n'arrêtait pas de me demander de marcher avec lui ailleurs, mais j'ai rehusé. Il a respecté son téléphone et a dit « Oh, machin m'a envoyé un message. Lui et Sophie sont en bas près du lac. Tu veux y aller ?» Je voulais désespérément retrouver mes amis qui avaient les clés de la voiture et me casser d'ici, alors j'ai accepté. Nous avons descendu un sentier sombre vers le lac, et quand nous y sommes arrivés, je n'ai vu personne. J'ai appelé Sophie, mais je n'ai pas eu de réponse. Benoît dit « Oh, ils ont dû déjà partir et retourner à la maison ou quelque chose comme ça. » Il a dit qu'il enverrait un message à son pote pour qu'il revienne. Je me suis assise sur une table de pique-nique pour listening, et c'est là que Benoît a fait son coup. Il s'est assis à côté de moi, s'est penché et m'a embrassé agressivement, plaçant ma main sur son entrejambe qui était déjà très dure. J'ai reculé et j'ai poliment dit « Non, merci, je ne suis pas d'humeur ». Il a enseigné encore et encore. J'ai dit « Non, allez, arrête ». Mais il insistait, plaçant ma main sur son entrejambe à nouveau. Je me suis levé et j'ai fait quelques pas en m'éloignant, secouant la tête. La expression de Benoît a cambiado. Ses yeux se sont assombris et sa bouche s'est durcie. Il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas devant moi. « Tu m'as allumé toute la soirée, espèce de salope. Pourquoi les deux autres mecs se retrouvent avec des filles partantes alors que je suis coincé ici avec toi? Vous êtes toutes pareilles. Je ne suis pas assez bien et je ne l'ai jamais été. » Puis il s'est tourné vers moi et a dit quelque chose qui m'a presque glacé le sang. « Tu sais, beaucoup de mecs ne seraient pas aussi gentils avec toi ici, toute seule. Beaucoup de mecs ne te laisseraient pas le choix. » Justo en el momento de terminar la conversation, mi teléfono vibrait con un message de Sophie disant « On est dans le bureau arrière à respecter un film. On a été là tout le temps. Viens nous rejoindre. » Sophie n'avait jamais été près de ce lac. Benoît avait inventé ce message pour m'isoler. À ce moment-là, j'étais plus effrayé que jamais, mais je ne voulais pas que Benoît le voie. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de savoir qu'il m'avait fait peur. Alors je me suis retourné et j'ai marché vers la maison hantée avec Benoît à environ 3 mètres derrière moi. De regresso à la oficina, j'ai dit à Sophie et Marion, qui étaient blottis par terre avec les 2 autres gars, que je voulais partir. Sophie a promis que nous partirions dans quelques minutes. J'ai demandé au moins les clés de la voiture pour pouvoir m'asseoir dans la voiture et éviter Benoît, qui se tenait dans le coin du bureau les bras croisés. Je suis allé à la voiture et me suis assise sur le siège arrière avec la porte entr'ouverte, colgante, plus d'1 heure, envoyant des messages à Sophie toutes les quelques minutes, la suppliant de se dépêcher. Il était maintenant environ 4h30 du matin, et j'étais effrayé, fatigué et frigorifié. En un momento, Benoît ensayó acercarse a la camioneta después de la oficina. Se instaló a 2 metros de distancia y me fijó simplemente en la mirada. J'ai gardé les portes verrouillées et évité tout contact visual. Finalement, a las 5 horas de la mañana, Sophie et Marion se sont dirigées vers la voiture et nous sommes partis. Je suis rentré chez moi et je me suis évanoui d'épuisement. Quand je me suis réveillé, tengo una demanda de un amigo en Snapchat. Quand j'ai vérifié, c'était de Benoît 21. Apparentement, Sophie pensa que nous nous étions bien entendus et lui avait donné mon nom Snapchat. Inutile de dire que j'ai bloqué son Snapchat et je ne parle plus à Sophie. J'ai eu de la chance que rien de vraiment horrible ne se soit passé cette nuit-là, mais quand je pense à ce qui aurait pu lander, quand je pense au ton de la voix de Benoît et à la menace voilée derrière ses mots,
Mon cœur bat encore la chamade. Alors, Benoît, j'espère sincèrement ne jamais te revoir. Je ne sais pas comment nous avons perdu l'Afghanistan. En tant qu'ancien officier de l'armée qui a servi pendant 14 ans au sein du 503e régiment d'infanterie, j'ai l'impression que je devrais pouvoir fournir une réponse cohérente à la question de savoir comment l'une des plus grandes et des plus avancées technologiquement armées de la planète a simplement tourné les talons un jour, mais je ne peux pas. Au cours de la prochaine décennie, vous verrez une centaine de livres, films, articles, documentaires et émissions de télévision différents tentant d'expliquer ce qui s'est passé durant l'été 2021. Ils parleront de la manière dont les rumeurs d'un regroupement de troupes talibanes se sont concrétisées, comment ils ont capturé ville après ville en encerclant lentement Kaboul, et comment ce qui a commencé avec des Américains innocents tombant du 100e étage d'une tour du World Trade Center s'est terminé avec des Afghans innocents tombant des trains d'atterrissage d'un avion C-17 en plein vol. Mais il faudra beaucoup de temps pour assembler toutes les pièces et expliquer correctement comment la meilleure force de combat que le monde ait jamais connue a réussi à arracher la défaite des mâchoires de la victoire. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais espérer réaliser seul, mais ce que je peux faire, c'est vous raconter comment la France a perdu un district très spécifique, niché dans les montagnes de la province de Kunar, nommé Assadabad. Assadabad est le plus petit de nos 16 districts administratifs et consiste en un petit village dont il tire son nom, ainsi qu'une bande de 50 mètres de vallée fertile, plate, creusée par la rivière Kunar. Il abrite environ 35 000 personnes, dont un tiers vit dans le village, tandis que le reste est dispersé dans la vallée dans des complexes en briques de boue qui ont presque 1000 ans. C'est un endroit plutôt quelconque dans l'est de l'Afghanistan. Et si vous ne savez pas ce que j'entends par là, pensez à un ciel bleu cristallin, des vues semi-alpines époustouflantes et une pauvreté de subsistance écrasante. Mais ce qui rendait Assadabad remarquable, c'était le fait que son centre de district se trouvait à seulement une dizaine de kilomètres de la frontière pakistanaise, ce qui en faisait une route de contrebande majeure pour les armes des talibans et leur opium. Je sais que ces gars ont mené une grande campagne de relations publiques après leur prise de pouvoir et ont fait grand cas de l'éradication des champs de pavots afghans, pour montrer à quel point ils sont anti-drogue. Mais quand ils avaient besoin d'argent pour des armes et des munitions, les talibans n'avaient aucun problème à permettre aux trafiquants d'opium d'exercer leur commerce, tant qu'ils obtenaient une part savoureuse des profits via les lourdes taxes qu'ils imposaient. Ils ont gagné beaucoup d'argent de cette façon aussi. Donc, à l'hiver 2008, nous sommes arrivés à Assadabad avec l'objectif de couper leur route de contrebande. Le premier problème que nous avons rencontré était que le chef de la police d'Assadabad était corrompu jusqu'à la moelle. Il prenait de l'argent des talibans pour tenir ses officiers à l'écart de certaines zones. Il prenait de l'argent des contrebandiers pour fermer les yeux sur leurs opérations. Il prenait également de l'argent d'un groupe de guérilleros devenus gangsters appelé le réseau Haqqani. Mais malgré nos efforts, nous n'avons jamais pu comprendre pourquoi il le payait, seulement qu'il le faisait. Ainsi, la première chose à l'ordre du jour était de trouver un remplaçant. Le 503e pouvait être responsable du combat et de l'approvisionnement, mais toute l'administration civile relevait de la juridiction du ministère des Affaires étrangères. Le ministère avait un siège à Kaboul et de temps en temps, ils envoyaient un représentant en hélicoptère Chinook pour assurer la liaison avec notre commandant de bataillon. Puis un jour, l'hélicoptère Chinook du ministère atterrit à notre quartier général de bataillon, mais le représentant n'est pas seul. Il a amené le remplaçant du chef de la police avec lui, et son nom était Najibullah. Le chef Najibullah appartenait à une grande famille, qui pour des raisons qui ne nous ont jamais été pleinement expliquées, avait été expulsée d'Assadabad de nombreuses années auparavant par les talibans. Najibullah et ses hommes détestaient ces types, et nous étions très confiants qu'ils performeraient mieux que leurs prédécesseurs, qui s'étaient évaporés
chaque fois que les talibans lançaient des attaques. Puis, avec plus de combattants talibans immobilisés à Assadabad, il serait beaucoup plus facile pour les équipes des forces spéciales de fondre sur la route de transport des contrebandiers et d'étouffer la plus grande source de revenus et d'approvisionnement de l'ennemi. Du moins, c'était le plan. Mais chaque fois que je pense au plan ces jours-ci, je me souviens d'un poème que j'avais mémorisé à Saint-Cyr. Les meilleurs plans des souris et des hommes tournent souvent mal et ne nous laissent que chagrin et douleur. Durant les premières semaines, Najibullah et ses hommes ont performé exactement comme prévu, et ils représentaient une énorme amélioration par rapport aux officiers de police avec lesquels l'équipe de combat régimentaire précédente avait travaillé. Le fait que nos officiers de la police nationale afghane fassent réellement leur travail a ajouté une couche de sécurité très fragile, mais bien nécessaire au district. Ce qui signifiait que les talibans commençaient à avoir des problèmes de manœuvre, d'évacuation des combattants blessés et d'acheminement de munitions vers leurs points de tir clés pendant les combats. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a rendu nos opérations offensives beaucoup plus fluides et signifiait que nous commencions enfin à faire des progrès sérieux en termes d'arrêt du flux d'armes et d'opium traversant la frontière avec le Pakistan. Najibullah était dur et il avait un ego, mais l'effet qu'il a eu sur notre zone d'opération était phénoménal. Donc pendant un moment, nous étions tous ses plus grands fans. Mais ensuite, lorsque l'hiver s'est terminé et que la saison des combats du printemps a commencé à approcher, nous avons remarqué que les méthodes d'application de la loi de Najibullah devenaient de plus en plus robustes, faute d'un meilleur mot. Un matin, vers la mi-février, l'information est descendue dans la chaîne de commandement qu'un ancien du village s'était approché du quartier général du bataillon pour déposer une plainte contre Najibullah. Le chef, ainsi que certains de ses collègues, fouillaient un complexe dans la vallée lorsqu'un jeune garçon a commencé à lui répondre. Najibullah est entré dans une rage folle et a commencé à frapper ce gamin. Puis, lorsque le père du garçon a exigé qu'il s'arrête, Najibullah a ordonné à l'un de ses officiers de tenir le père en joue et a ensuite procédé à battre le fils de l'homme encore plus fort. Au moment où l'ancien du village est arrivé au quartier général du bataillon, le gamin blessé, qui s'est avéré être le petit-neveu de l'ancien, avait été transporté jusqu'à la petite clinique médicale près du centre de district d'Assadabad et recevait un traitement pour une fracture de l'orbite oculaire et une grave commotion cérébrale. L'ancien du village a ensuite déclaré qu'il avait réussi à convaincre le père du garçon de ne pas tuer Najibullah et ses hommes, mais que pour une paix durable, il exigerait une ample compensation monétaire. S'il y avait une chose qui ne manquait jamais en Afghanistan, c'était l'argent. Donc obtenir de l'argent pour l'ancien et sa famille n'allait jamais être un problème. Mais d'un autre côté, la quantité de bonne volonté que nous avions avec les Afghans locaux était au mieux minimale. Donc, après avoir pris des dispositions pour qu'un représentant de la famille passe prendre leur argent, quelques officiers sont allés au centre de district pour parler à Najibullah de sa conduite. Mais lorsqu'il a été confronté, il semblait confus. Par l'intermédiaire du traducteur, Najibullah a expliqué que dans le cadre de sa formation, on lui avait dit comment il devait gagner le respect de la population locale. « Mais comment les gens allaient-ils le respecter ?» a-t-il demandé, s'ils ne le craignaient pas. Au moment où la saison des combats du printemps a commencé, nous avions convaincu Najibullah que ses ennemis devaient craindre l'arrestation et la détention, non pas les châtiments corporels ou la mort. Il a promis que lui et ses officiers suivraient les directives procédurales que nous avions fournies et arrêteraient tous les suspects futurs au lieu de simplement les tabasser sur place. J'ai entendu un officier dire que traiter avec Najibullah était comme s'arracher les dents, mais honnêtement, je pense que c'était plus comme rassembler des chats. Il a donné aux gars toutes les directives du monde et ils continuaient quand même à faire leurs propres trucs. Parfois, leurs propres trucs s'avéraient très efficaces, comme cette fois où ils sont revenus au centre de district en transportant plusieurs kilos d'opium brut qu'ils avaient confisqué à des contrebandiers qu'ils avaient réussi à embusquer, les forçant à se rendre sans même un seul coup de feu tiré. Je me souviens avoir demandé à Najibullah pourquoi il avait planifié une opération aussi risquée,
Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il s'ennuyait. Les Afghans étaient souvent follement courageux comme ça, et cela a sauvé la vie de mes soldats de nombreuses fois. Mais d'autres fois, les conneries qu'ils faisaient ont failli en tuer beaucoup d'entre eux. Un matin, les gars du 2e peloton ont effectué une petite patrouille avancée de contact à l'extrémité ouest de la vallée. C'était un peu comme les missions de recherche et destruction du Vietnam. Les soldats patrouillaient de plus en plus profondément en territoire ennemi jusqu'à ce que l'ennemi commence à leur tirer dessus. Mais alors, si les soldats étaient en dessous le feu, ils savaient qu'ils étaient dans la bonne direction. À ce moment-là, ils avanceraient sous le feu, détruiraient ou mettraient en déroute les talibans, puis retourneraient aux bases opérationnelles pour le café et les rations de combat. Il y avait un endroit où, 99 fois sur 100, nous commencions à essuyer des tirs d'AK une fois arrivés, mais ce matin-là, un silence inquiétant planait sur le paysage, et les talibans étaient introuvables. C'était la première fois que nous atteignions ce point ouest de la vallée sans être la cible de tir. Naturellement, nous étions très désireux de comprendre pourquoi. Mon peloton est retourné à notre base opérationnelle avancée, puis un détachement composé de moi-même et de quelques gars de la 2e escouade a marché jusqu'au centre du district pour parler au lieutenant-colonel et donner un rapport complet en personne sur ce qui s'était passé ce matin-là, ou plus précisément, sur ce qui ne s'était pas passé. Au moment où nous sommes entrés dans le complexe qui abritait le centre du district, qui se compose d'un tas de bâtiments administratifs, nous avons vu certains des hommes de Najibullah traîner, fumant des cigarettes et buvant du thé. Ce n'était pas inhabituel car c'était l'approche de la partie la plus chaude de la journée, lorsque les Afghans prenaient traditionnellement une pause. Mais alors que nous passions et disions nos salams, l'un d'eux a dit en français approximatif « Taliban fini, capitaine. Aujourd'hui, Taliban rentrés chez eux. » Mes gars et moi nous sommes arrêtés net, genre « Attendez, quoi? Comment le savait-il » Alors que les gars de Najibullah avaient ces grands sourires sur leur visage, il était possible qu'ils aient également remarqué l'absence de combattants talibans ce matin-là. Mais ces grands sourires narquois me faisaient soupçonner qu'ils savaient quelque chose que nous ne savions pas. La seconde, où nous sommes entrés dans la pièce qui servait de bureau de jour au lieutenant-colonel, nous avons vu Najibullah sourire comme s'il venait de trouver une frite supplémentaire au fond de son sac. Il s'avère que la nuit précédente, lui et ses hommes étaient allés dans la vallée et avaient rendu visite à l'un des complexes là-bas. Ils n'ont pas fait irruption et ils n'ont pas non plus fracassé le crâne de quelqu'un. En fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est arrêter un villageois soupçonné de fournir des informations aux talibans. Le lieutenant-colonel me racontait tout cela, ce qui pour moi semblait être une bonne nouvelle, mais l'expression d'inquiétude sur son visage m'a dit qu'il y avait un peu plus dans cette histoire, et il y en avait certainement. Le suspect que Najibullah avait arrêté était la mère du commandant taliban d'Assadabad, et selon toute vraisemblance, elle avait effectivement fourni à son fils un certain type de soutien matériel. Mais avant ce jour-là, les femmes et les enfants étaient hors limite. Un frère ou un père qui aidait à construire un engin explosif improvisé pouvait s'attendre à être expédié à Kaboul pour un long séjour en prison. Mais nous savions que s'attaquer aux femmes afghanes, ou pire, s'attaquer à leurs enfants, c'était demander de graves ennuis. Mais alors, si Najibullah venait d'arrêter la mère de quelques commandants, pourquoi toute la vallée n'explosait-elle pas sous les grenades propulsées par roquettes et les tirs de mortier? Eh bien, c'est parce que Najibullah avait demandé à la famille de la femme de transmettre un message au commandant taliban, et ce message était le suivant. Si une seule balle est tirée par un fusil taliban ou un seul engin explosif improvisé explose n'importe où dans la vallée, alors la mère du commandant serait torturée, violée, puis exécutée. Nous avons demandé si Najibullah avait la preuve du soutien matériel de la mère, et en réponse, il a demandé pourquoi nous en avions besoin. Il savait que son fils était taliban. Tout le monde le savait, et pour lui, c'était toute la preuve dont quiconque avait besoin. Si nous voulions battre les talibans, a-t-il dit par l'intermédiaire du traducteur,
alors nous devions commencer à les frapper là où ça faisait mal. J'ai dû alors expliquer à nouveau par l'intermédiaire du traducteur que ce n'était pas du tout ce que nous voulions faire, et nous l'avons dit à Najibullah une centaine de fois. Nous voulions gagner les cœurs et les esprits et contribuer le moins possible au cycle de violence dans nos efforts pour éliminer les talibans. Donc, sans preuve réelle de sa culpabilité, il allait devoir libérer la mère du commandant taliban, et il devait le faire immédiatement. Inutile de dire que Najibullah n'était pas content d'être ordonné de libérer sa prisonnière et nous a accusés de saper son autorité. Il a également dit que dès que la mère du commandant aurait atteint la sécurité, les talibans attaqueraient nos positions avec tout ce qu'ils avaient, et il avait raison. Nous avons juste eu du mal à expliquer comment, quand cela arriverait, ce serait entièrement sa faute. Mais continuer à la garder prisonnière, et les conséquences que nous avions en réserve seraient bien pires. La seconde où nous avons ramené la mère du commandant à son complexe, les familles ont commencé à faire leurs bagages et à quitter la vallée d'Assadabad pour chercher refuge ailleurs. Ils savaient ce qui allait arriver, et nous aussi. Mais quand c'est arrivé, nous étions prêts. Et dans ce qui a été une attaque extrêmement imprudente, les talibans ont attaqué chaque base opérationnelle avancée que nous avions, tout en larguant des mortiers de 82 et 121 mm sur le centre du district. C'était une attaque de vengeance. Mais parce qu'ils se sont précipités pour la montée, nous avons eu exactement 33 talibans tués au combat tout en ne subissant qu'un seul soldat blessé. C'était la plus grande fusillade multi-compagnie que nous avions connue jusqu'à présent. Et ça avait été un véritable massacre. Mais qui en prend le crédit? Najibullah, bordel. Il a affirmé que c'était lui qui avait piégé les talibans dans une attaque hâtive et désastreuse en faisant simplement semblant d'arrêter la mère d'un de leurs commandants. Et le pire, c'est que tous les villageois l'ont cru. Ce n'est pas dire que Najibullah et ses hommes n'ont pas tenu bon et combattu comme des tigres. Ils l'ont fait. Et tous les civils qui n'avaient pas évacué le centre du district les ont vus le faire. Mais au lieu de simplement marquer un point pour les visiteurs, Najibullah a transformé toute l'affaire en une énorme victoire de relations publiques pour lui-même, ce qui, en toute équité, a ravi tout le monde plus haut dans la chaîne de commandement. Il comptait pâme sur lui pour gagner le respect des villageois, et l'ayant finalement fait, le commandement du régiment ne voulait pas que quelqu'un gâche sa parade. Ils nous ont dit de reculer, de le laisser faire son truc, et de nous concentrer sur la consolidation de l'avantage stratégique suite à notre récente victoire. C'est donc ce que nous avons fait. Mais une fois qu'il a compris qu'il travaillait sans supervision, Najibullah non seulement est revenu à ses méthodes moins scrupuleuses, il est devenu bien pire qu'avant. Le premier signe en était lorsque nous avons emmené certains des gars de la police nationale afghane de Najibullah avec nous en patrouille, et pendant que nous prenions une pause pour nous hydrater, ils se sont éloignés du groupe plus large. Ils ont dit au traducteur qu'ils allaient aux toilettes, mais peut-être une minute plus tard, l'odeur très forte de marijuana est venue flotter dans la brise. Un de mes soldats est alors allé au coin du mur du complexe derrière lequel nous nous abritions, où il trouve les 2 soldats de la police nationale afghane assis au bord d'un fossé d'irrigation, complètement défoncés par ce qui sentait comme de la marijuana très forte. Je leur ai demandé, par l'intermédiaire du traducteur, ce que dirait Najibullah s'il l'apprenait, mais les officiers ont simplement ri et nous ont dit que c'était Najibullah lui-même qui leur avait donné la marijuana. Je ne les ai pas crus au début parce que les Afghans avaient cette façon de vous raconter de petits mensonges inutiles, comme une façon de dire soit « mêlez-vous de vos affaires », soit « allez vous faire foutre », comme quand les lunettes de soleil Oakley d'un de mes soldats ont disparu après une patrouille et que nous avons vu ce qui ressemblait à un fermier de 70 ans portant une paire identique. Quelques jours plus tard, je lui ai demandé où il avait obtenu ces lunettes de soleil. Puis, après m'avoir regardé droit dans les yeux et y avoir réfléchi pendant quelques secondes, il m'a dit « Je les ai fabriqués » et s'est éloigné. C'était un mensonge tellement énorme qu'il était presque digne d'admiration, tout comme 2 officiers de police me disant que leur chef leur avait donné de la marijuana à fumer en patrouille. Mais la chose folle est que Najibullah a vraiment donné à ces 2 officiers un tas de marijuana,
et il l'a fait comme récompense pour être sorti en patrouille avec nous. Quand nous sommes revenus de patrouille, nous sommes allés voir Najibullah et lui parler de ces 2 officiers fumeurs de cannabis. Mais quand il est entré dans le vieux bâtiment de police soviétique qu'il avait pris pour son quartier général, cela ressemblait plus à une vidéo de Snoop Dogg qu'à un poste de police. Une poignée de policiers nationaux afghans étaient assis autour d'une petite télévision satellite, se passant un narguilé à hashish et gloussant comme des adolescents. Quand nous sommes entrés dans le bureau de Najibullah, il était simplement assis derrière son bureau avec les yeux si roses qu'il semblait infecté, regardant ce grand tas d'argent. Puis derrière lui, dans une sorte de sac en tissu à l'ancienne, se trouvait la plus grande quantité de marijuana que j'avais jamais vue. Nous avons fait entrer le traducteur et lui avons demandé où il avait obtenu toute cette marijuana. Officiellement, la marijuana était illégale selon les lois du nouveau gouvernement afghan. Mais, officieusement, elle était tolérée pour que nous puissions nous concentrer sur la lutte contre la récolte d'opium, qui était la façon dont les talibans gagnaient la plupart de leur argent. De plus, la marijuana faisait partie de la vie quotidienne des Afghans depuis littéralement des milliers d'années. Leur dire d'arrêter aurait semblé inutile. Et par-dessus tout, cela aurait été exceptionnellement impoli pour Najibullah de refuser le cadeau du fermier. Mais ce n'était pas notre problème. Le problème était que Najibullah ne pouvait pas permettre à ses officiers de fumer en service. Et lui non plus d'ailleurs. Najibullah a juste en quelque sorte roulé des yeux pendant que le traducteur relatait notre réprimande, puis a promis qu'il ne fumerait plus en service. Mais quelques jours plus tard, il est revenu sur sa parole et a expliqué qu'il devait donner à ses officiers de la marijuana à fumer ou il refuserait de sortir en patrouille. C'était de la connerie complète. Mais ce n'était pas vraiment la consommation de marijuana qui nous dérangeait. C'était tout cet argent qu'il avait sur la table. L'argent qui était donné à Najibullah pour payer ses officiers venait toujours parfaitement empilé et emballé sous plastique. Et c'étaient tous des billets neufs, nets et propres. Mais le tas d'argent sur la table de Najibullah semblait vieux, froissé et usé. Nous avons demandé s'il taxait les villageois ou prenait des pots de vin de quelques descriptions, mais il s'est terriblement offensé de cela et a insisté sur le fait que c'était la paie de ses officiers. Nous étions des soldats, pas des flics. Il n'y avait donc que peu de choses que nous pouvions faire pour retrouver d'où venait l'argent. Même si nous pouvions prouver qu'il taxait les villageois locaux, ce qui dépassait largement son autorité, il pouvait simplement recadrer les taxes comme des cadeaux et ensuite intimider les villageois pour qu'ils coopèrent avec son histoire. Si cela vous semble que Najibullah a une emprise assez solide sur le pouvoir local, c'est parce que c'était le cas. Mais bien qu'il aidait à tenir les talibans à distance, il causait de plus en plus de problèmes à mesure que le pouvoir lui montait de plus en plus à la tête. Ce que je pense du pouvoir, c'est qu'il exige beaucoup d'autodiscipline, parce que sans elle, vous ne perdez pas seulement les hommes sous vous, vous vous perdez vous-même aussi. Environ une semaine plus tard, nous essayions encore en vain d'amener un des villageois à admettre que Najibullah les avait taxés. Ils avaient aussi peur de lui au début, et il semblait que personne n'allait dire la vérité. Puis soudainement, quelqu'un s'est présenté avec une accusation incroyable. 2 frères fermiers dont les familles vivaient dans le même complexe ont finalement confirmé nos soupçons que Najibullah les avait taxés. Pourtant, ils ont également affirmé qu'après avoir découvert que sa famille était incapable de payer, Najibullah avait kidnappé l'un des fils jumeaux de 99 ans du fermier comme forme de garantie. Comme cela ressemblait totalement à quelque chose que Najibullah ferait, le premier sergent de la compagnie et moi avons pris notre traducteur et sommes allés au centre du district pour exiger leur libération. Mais quand nous sommes arrivés, l'entrée au bureau nous a été interdite. 2 officiers de la police nationale afghane, à l'air extrêmement défoncés, nous ont dit que Najibullah était occupé et que nous devrions revenir plus tard. Par notre traducteur, nous leur avons dit que Najibullah n'avait pas l'air très occupé parce que nous pouvions entendre de la musique pop pachtoune retentir d'une stéréo à l'intérieur de son bureau.
Les officiers continuaient d'insister sur le fait que Najibullah ne prenait aucun visiteur, et à la fin, nous avons dû menacer de les faire tous retirer de leur poste avant qu'ils ne s'écartent et ne nous permettent d'entrer dans le bureau. Mais quand le premier sergent et moi avons ouvert la porte et sommes entrés, aucun de nous ne pouvait croire ce que nous voyions. Nous cherchions 2 garçons disparus, non? J'ai honnêtement pensé que Najibullah les détenait dans la grande cellule de prison indivise de l'ancienne station. Mais quand le premier sergent et moi sommes entrés dans son bureau, nous avons vu Najibullah assis derrière son bureau, sa chemise ouverte, tandis qu'une petite fille se tenait devant son bureau, dansant au rythme de la musique. Je dis petite fille parce que l'enfant portait une robe, de petites sandales avec des cloches dessus et semblait porter ce qui ressemblait à du maquillage. On pouvait en dire autant de ce que je pensais être une seconde petite fille qui était allongée sous une couverture de l'autre côté de la pièce, portant cette expression sans vie sur son visage. Tout cela n'a duré que la moitié d'une seconde parce que la seconde où Najibullah nous a vus, il a baissé la musique et a commencé à crier sur notre traducteur. J'ai pensé que notre traducteur attendrait de l'entendre et commencerait ensuite à traduire. Mais au lieu de cela, il a commencé à crier en retour à Najibullah alors qu'il allait pour saisir la fille qui dansait. Tout ce temps, je crie à notre traducteur, lui demandant d'où venaient les filles, mais il crie toujours à Najibullah qui lui crie dessus. Puis finalement, après avoir crié si fort à Najibullah que j'ai pensé qu'il allait lui tirer dessus, notre traducteur se tourne vers moi et dit « Ce ne sont pas des filles, ce sont des garçons, les 2 garçons disparus. » Il m'a ensuite demandé de l'aider à porter l'enfant allongé dans le coin qui s'est avéré être complètement nu sous cette couverture. Maintenant, note en marge. Je viens littéralement de devoir me lever et faire les 100 pas dans la pièce pendant un moment parce que ce que je vais aborder est peut-être la chose la plus dérangeante et la plus bouleversante que j'ai jamais apprise de toute ma vie. Pour ceux d'entre vous qui sont sur le point d'être éternellement marqués par ce que je vais vous dire, je m'excuse sincèrement. Et pour ceux d'entre vous qui ne me croient pas, je vous implore de vérifier parce que chaque mot de ce que je vais vous dire est vrai. En Afghanistan et au nord du Pakistan, certains hommes pratiquent une tradition ancienne qu'ils appellent Bachabazi. Le Bachabazi, c'est quand des hommes plus âgés prennent un jeune garçon qui n'a pas encore traversé la puberté, puis l'habillent comme une petite fille et le font danser. Cela peut sembler juste un peu loufoque ou peut-être un peu cruel, mais c'est bien pire que cela parce qu'après avoir fini de faire danser le garçon, les hommes plus âgés présents se relaient pour faire des choses qu'aucun homme adulte ne devrait faire avec un enfant. En le voyant de près pour la première fois, mais en ne voyant que le visage dansant, le premier sergent et moi n'avions aucune idée de ce que nous regardions, mais notre traducteur, oui. Après avoir remis l'enfant qu'il portait au premier sergent, nous avons dû le dissuader de retourner dans le quartier général de la police et de tuer Najibullah. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons signalé ce que Najibullah faisait au commandement du régiment, mais ce qu'on nous a dit était stupéfiant. On nous a dit que c'était un problème interne, un problème que seuls les Afghans avaient le pouvoir de résoudre, et puisque Najibullah surfait encore sur la victoire de la fin du printemps, aucun de ses supérieurs ne voulait le remplacer. En d'autres termes, on nous a dit de l'ignorer, et entendre cela nous a fait nous sentir physiquement malades. Mais pire encore, nous n'avions pas d'autre choix que d'essayer d'empêcher que l'information ne se répande parmi les soldats. Et c'est quelque chose qui me tient encore éveillé la nuit. Si je permettais que les détails des activités nocturnes de Najibullah se répandent dans le peloton, l'un de mes soldats finirait par le tuer. Malgré mon désir également de mettre fin à sa vie, si Najibullah finissait mort, une véritable tempête allait suivre. Notre seul espoir était que l'un des supérieurs juge bon de le remplacer, et le plus tôt serait le mieux, car la popularité de Najibullah parmi les villageois qui ne le détestaient pas déjà, commençait à s'effondrer. Nous savions que les choses atteignaient un point de rupture lorsque certains des officiers ont commencé à déserter leur poste. Ils n'étaient pas tous d'accord avec lui pour abuser d'enfants dans son bureau, peu importe combien d'argent ou de drogue il leur offrait. Et il a fini par abuser de plus d'enfants dans ce bureau,
Et donc, un par un, tous ces gars ont simplement déserté au milieu de la nuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une poignée de ses frères et cousins qui, pour mémoire, participaient également aux sessions de Bachabazi. Nous avons fini par supplier notre officier commandant de contacter Kaboul parce que nous avions besoin d'au moins une douzaine de nouveaux officiers de la police nationale afghane pour maintenir la sécurité autour de la vallée. Mais avant que cela ne se produise, tout est soudainement venu à un point culminant. Vous vous souvenez du gars à qui nous avons remis une compensation en espèces après que son neveu ait répondu à Najibullah et se soit fait tabasser? Eh bien, nous étions en patrouille un jour, et il travaillait dans l'un de ses champs. Alors que nous passions, quand il nous a vus, il est venu en courant et a commencé à crier à notre traducteur, disant qu'il devait nous parler. Le fermier et notre traducteur ont alors parlé pendant quelques bonnes minutes, avant qu'enfin il ne s'arrête de parler, et notre traducteur se tourne vers moi. Il semblait lutter pour trouver les mots pendant une seconde, puis quand il a parlé, tout ce qu'il a dit c'était « Je pense que vous devez retirer vos gars du centre du district ce soir. » Je lui ai demandé pourquoi et il me dit « Faites-moi confiance, retirez vos gars du centre du district où ils seront tués. » Évidemment, je ne prends pas d'ordre d'un foutu traducteur, peu importe combien j'aime le gars, alors je lui ai ordonné de commencer à avoir du sens déjà et de me dire ce que le fermier avait dit. Selon le traducteur, le fermier parlait indirectement en énigme, presque parce qu'il ne pouvait pas être entendu donner aux Américains des informations sur les attaques talibans. Mais essentiellement, ce que le gars essayait de nous dire était que quelque chose de gros arrivait, et que ça arrivait cette nuit-là, et que ça allait être mauvais. N'étant pas du genre à fuir un combat, j'ai commencé à demander à notre traducteur ce qui lui faisait exactement penser que nous ne pouvions pas repousser une attaque nocturne, sachant que nous avions environ 100 000 € d'équipement de vision nocturne avec nous. Je ne pensais pas que cela posait une menace significative, mais le traducteur insistait. Il m'a dit que nous ne pouvions pas arrêter ce qui venait, que d'après la façon dont le fermier parlait, chaque combattant taliban de Kunar se dirigeait vers nous, probablement pour régler les comptes pour les pertes qu'ils avaient subies au printemps. Sans vous ennuyer avec trop de trucs stratégiques, disons simplement qu'il n'y avait aucun moyen de renforcer adéquatement le centre du district contre une attaque aussi importante sans abandonner les bases opérationnelles dans les collines environnantes. Mais si nous abandonnions ces bases, les talibans pourraient tout simplement s'installer dans nos anciennes positions, concentrer leur feu sur le centre du district, et toute la compagnie serait dans de beaux draps. Mais alors, si nous laissions nos soldats au centre du district et qu'ils subissaient une attaque concentrée, ils pourraient être tués au combat avant que la cavalerie n'arrive pour les secourir. Donc, comme vous pouvez le voir, nous n'avions pas vraiment le choix que de les retirer, ce qui à son tour laissait Najibullah et ses gars juste un peu plus vulnérables qu'avant, mais toujours capables de se défendre en cas de besoin. Cette nuit-là, dans l'un des avant-postes à flanc de colline, nous avons observé et attendu que les talibans attaquent. Il n'y avait aucune chance que s'ils avaient des effectifs, les talibans concentrent leur attaque sur le centre du district. Ce n'est tout simplement pas ainsi qu'ils opéraient. Ils aimaient vous immobiliser dans autant d'endroits que possible, puis avoir des équipes d'assaut essayer de se rapprocher de vous une fois que vous êtes cloués. Donc, s'ils allaient attaquer le centre du district, ils devraient tout d'abord nous retenir en place à l'avant-poste sur la colline, puis attaquer le centre du district. Puis une fois que nous avions cru comprendre cela, il ne s'agissait plus que d'observer, d'attendre et d'être prêt à tout. Les attaques talibanes venaient généralement de la direction du soleil couchant, et ils profitaient de l'éblouissement du soleil pour vous aveugler sur leur position de tir. Aucun coup de feu n'a été tiré au coucher du soleil, nous avons donc pensé que l'attaque viendrait plus tard. Puis, un peu après minuit, nous avons vu les phares d'un camion s'approcher du centre d'Assadabad. C'était un véhicule solitaire, donc nous n'avons pas immédiatement soupçonné que c'était les talibans, surtout pas s'ils prévoyaient d'attaquer en grand nombre. Puis, alors que nous regardions le véhicule rouler devant le centre du district et vers le quartier général de la police de Najibullah,
Il s'est arrêté devant les portes principales du complexe. Nous étions sur la colline, donc nous pouvions observer tout cela se dérouler à distance. Puis, alors que les phares du camion commençaient à illuminer l'intérieur du complexe, nous avons pensé, d'accord, ce devait être un véhicule de la police nationale afghane ou quelque chose pour être autorisé à entrer dans le complexe. Nous avons tous commencé à nous détendre, pensant que l'avertissement de l'attaque aurait pu être une fausse alerte. Puis de nulle part, boum! L'éclair de l'explosion a illuminé les flancs des collines, alors que cette énorme boule de feu orange s'élevait du fond de la vallée. Nous nous sommes tous mis en position, attendant que les talibans commencent à tirer sur nos positions sur la colline, mais rien n'est venu. Supposant correctement que c'était un kamikaze qui venait de frapper le quartier général de la police, nous avons eu quelques gars du 2e peloton descendre en courant au centre du district pour défendre contre toute attaque de suivi, mais encore une fois, rien ne s'est passé. Le matin, après l'attaque, nous avons pu avoir un bon aperçu des dégâts infligés, puis commencer à sortir des corps du quartier général de la police. Ce qui incluait Najibullah. Son corps était couvert de contusions violettes et noires dues à la force de l'explosion, et sa tête avait été à moitié écrasée, probablement par des décombres tombants. Le dispositif explosif dont le camion avait été équipé était si gros qu'il avait tué chacun des officiers de police gardant le quartier général et tué tous ceux à l'intérieur sauf un. La force de l'explosion l'avait fait tomber et apparemment il était tombé sur sa nuque, le laissant dans un assez mauvais état. Il pouvait parler, mais quand nous lui avons demandé ce qui s'était passé dans les préparatifs de l'explosion, il nous a dit qu'il n'en avait aucune idée. Mais nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour découvrir ce qui s'était passé. À l'époque, les talibans utilisaient ces petites radios Motorola bon marché pour communiquer entre eux, appelées ICOM. Nous adorions ces petites choses parce que tout ce que vous aviez à faire pour écouter leur bavardage était d'acheter votre propre radio ICOM, puis de vous syntoniser sur leur fréquence. Nous avions quelqu'un qui surveillait leur trafic radio presque constamment. Et bien qu'il ait été relativement calme la nuit précédente, il savait que nous écoutions, alors il se mettait tactiquement silencieux avant une attaque. Le jour suivant a déclenché une ruche d'activité. Les talibans étaient fiers de ce qu'ils avaient réussi, et ils avaient raison de l'être parce que c'était leur plan. Tout d'abord, ils avaient répandu des rumeurs d'une énorme attaque coordonnée sur Assadabad. Puis, une fois que nous étions tous assis dans nos positions à attendre ladite attaque, ils ont simplement conduit un véhicule volé de la police nationale afghane directement aux portes du complexe de police et demandé à être laissés entrer, sachant que les gars de la police nationale afghane ne reconnaîtraient pas le chauffeur taliban déguisé. Ils devaient n'oser penser à quelque chose qui ferait baisser la garde de la police nationale afghane. Et cette chose était la suivante. Le chauffeur s'est approché du complexe, puis quand on l'a interrogé sur qui il était, ainsi que sur ce qui se trouvait dans le camion, le chauffeur a dit aux gardes en service qu'il apportait 3 garçons, Bachabazi, à Najibullah comme cadeau pour avoir vaincu les talibans au printemps. C'est tout ce dont les gardes avaient besoin d'entendre. Puis, après avoir garé son camion juste à côté du bâtiment du quartier général, le chauffeur a simplement saisi son détonateur, a crié « Dieu est grand », puis a fait sauter tout le complexe, tuant Najibullah ainsi que ceux qui lui étaient encore fidèles. C'était une énorme victoire de relations publiques pour les talibans locaux, et sans officiers pour nous soutenir et réduire la contrebande, les talibans avaient l'avantage. Cela a rendu le reste de notre tour beaucoup plus difficile qu'il n'aurait dû l'être, et je n'ai aucun doute dans mon esprit que cela a contribué à la perte de vies américaines pendant nos opérations de combat ultérieures. Mais sans aucun doute, l'impact le plus significatif qu'il a eu a été de tourner la population locale violemment et irréversiblement contre nous. Sous la vigilance de l'armée française, un homme malade et maléfique avait été autorisé à abuser de petits garçons, et pas seulement à une occasion. On soupçonne que Najibullah et ses officiers,
On kidnappait plus d'12 d'enfants avant de les abuser à la place des taxes illégales qu'il avait imposées à leurs familles. Si quelqu'un me faisait cela à moi et à l'un de mes enfants, je ferais à peu près n'importe quoi pour les voir morts. Et je ne verserais pas une larme si les personnes protégeant l'agresseur mouraient aussi. Surtout si elles venaient de quelque endroit lointain et avaient largement dépassé leur bienvenue. Comme je l'ai dit au début, je ne peux pas vous dire exactement comment ou pourquoi nous avons perdu la guerre en Afghanistan. Je sais simplement que nous ne serions pas la première grande puissance à y admettre la défaite. Car alors que notre propre société commence à afficher certains signes subtils, et pas si subtils de déclin, peut-être que l'Afghanistan aura une fois de plus mérité son surnom de cimetière des empires.